Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo, toujours avec Grégory Tikivira-Kocha. Et donc, après la première partie où nous avons fait tout en photo, aujourd'hui nous allons faire tout en vidéo. Et donc, pour le moment, on va accueillir Grégory. Salut Grégory. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous les auditeurs. Heureux de te retrouver pour la suite de ces commentaires et de ces vidéos sur l'architecture sacrée de notre passé. Eh bien, pareil, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et donc, on va encore se régaler parce que dans les vidéos, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues la dernière fois avec les diaporamas. Donc, plein de choses nouvelles et encore beaucoup de choses à dire sur tous ces vestiges. Et on va commencer tout de suite avec je t'ai fait quelques propositions. En fait, voilà, je vais expliquer un petit peu le déroulement de l'interview. Je t'ai fait quelques propositions. J'ai préparé des vidéos avec tes images. Ce sont que des images à toi. Tu m'as autorisé à les monter. Et donc, je vais te proposer à chaque fois le choix entre deux diaporamas avec deux endroits différents. OK. Donc, c'est parti pour ce premier choix. Alors, on va parler de Cartrust et il s'agit d'un site en Italie, c'est le Castel d'Asso et Cerveteri. Et le deuxième lieu, c'est l'Espagne avec le Castellar de Meca. Donc, quel choix tu fais? Je vais prendre Castellar de Meca parce que ce site est vraiment exceptionnel. Ouais, ouais, ah ben, très bon choix. Je t'avoue que c'était un petit peu le choix que j'avais envie que tu fasses parce que c'est un site. Eh ben, allez, on va le voir tout de suite. On va se lancer. Un site exceptionnel. Hop, et on te laisse commenter ces images. D'accord. Donc, le site de Castellar de Meca se situe en Espagne, dans la région de Valence. Nous retrouvons sur ce site de très nombreuses ornières, cartrotts, donc des ornières de chariots, euh, attribuées par l'archéologie conventionnelle comme étant des ornières de chariots, mais qui sont véritablement très énigmatiques. Et donc, ces vestiges sont situés sur une sorte de colline. Donc, on retrouve là une nouvelle fois le symbole de la montagne ou de la colline et des sanctuaires qui sont réalisés sur le sommet de montagnes ou de collines sacrées, entre guillemets. Sur ce site, nous trouvons donc ce style d'ornière qui parsème le sommet de la colline. Je pense que cette colline doit être constituée dans une sorte de calcaire. Et alors, nous trouvons sur cette colline donc de nombreuses cartrotts, donc de nombreuses ornières, ainsi que des bassins, comme nous voyons ici à l'image, de Hmm. petite taille. Ici, il s'agirait vraisemblablement plutôt d'une sorte de baignoire symbolique, de tombe initiatique, pourrait-on dire. Mais nous retrouvons aussi des bassins beaucoup plus grands, d'énormes bassins. Il y a par contre très peu de cavernes sur ce site. Je vais dire, il n'y en a qu'une dont le plafond est apparemment effondré, contrairement à d'autres cartrotts dans le monde qui sont souvent accompagnés de nombreuses cavernes. Ici, c'est plutôt des énormes bassins et des baignoires, comme on vient de voir à l'instant. Et donc, ce qui est très frappant, comme toujours avec ces ornières cartrotts, c'est qu'elles semblent avoir été réalisées dans une matière rocheuse qui visiblement, comme je vous en ai déjà parlé durant la première émission qu'on a fait ensemble, semble donc avoir été réalisée dans des matières rocheuses plus molles à l'époque et qui se seraient solidifiées à notre époque, ce qui rejoint donc entièrement ce qu'ont pu nous expliquer certains auteurs de la tradition, qu'on appelle les auteurs traditionalistes ou pérennialistes, dont le plus connu, c'est René Guénon, qui nous a décrit dans les détails le phénomène de solidification du monde. Et donc, on peut une nouvelle fois euh, appliquer à ces vestiges, replacer ces vestiges dans une conception traditionnelle
dans une conception des connaissances des peuples anciens qui voyaient donc le monde comme un processus de solidification au cours du temps. On pourrait dire que le monde est manifesté ou créé depuis une unité purement spirituelle et informelle, immatérielle, on pourrait dire, et qu'au cours du temps, le monde se solidifie, se matérialise de plus en plus au cours des cycles. Les cycles sont descendants, on part donc d'un âge d'or purement spirituel, on pourrait dire, et au cours du temps, on descend au cours des cycles et le monde, le cosmos, mais aussi l'homme se solidifie au cours du temps. Et moi, je pense donc qu'on peut replacer ce style de vestige dans cette conception cyclique et involutive du temps qualifié. Ce seraient donc des vestiges qui auraient subi un processus de solidification. Et là, je vous renvoie encore une nouvelle fois, je l'ai déjà sûrement dit plusieurs fois dans la première émission, à l'auteur traditionnaliste qui s'appelle René Guénon, essentiellement dans un livre qui s'appelle Le règne de la quantité et les signes des temps. Il y a dans ce livre deux chapitres formidables dans lesquels il décrit tout ce processus de solidification du monde. Il y a un de ces chapitres qui s'appelle justement la solidification et l'autre, ce sont les limites de l'histoire et de la géographie. J'ai d'ailleurs j'ai fait un copier-coller de ces deux articles de René Guénon dans un article de mon blog qui s'appelle Axe cosmique. L'article s'appelle justement La solidification du monde et les limites de l'histoire. Un autre article connexe pour vous parler de la conception du temps des sociétés traditionnelles est aussi l'article qui s'appelle Le temps sacré, le temps selon les sociétés traditionnelles, qui vous parle de cyclologie et donc du temps, de la conception du temps des anciens qui voyaient le temps comme quelque chose de corrupteur, de, de cyclique, donc de descendant. Et donc, pour en revenir véritablement aux images qu'on voit sur ce site, on trouve aussi, comme on voit ici à l'écran, des espèces d'énormes, ou plus, oui, de grands, en tout cas, de grands chemins réalisés directement dans la pleine masse des rochers. Et alors, sur le sol, on trouve donc des ornières, comme on a vu tout au début de la vidéo. Mais ici, par moments, ces ornières passe véritablement dans le fond d'une sorte de petit canyon, on pourrait dire, avec des parois dont la hauteur peut être certainement plus ou moins 4 ou 5 mètres. Je rappelle qu'on trouve souvent ce genre d'ornières dans le fond de chemins troglodytiques comme ça, avec parfois des parois qui peuvent être, comme dans les Via Cava d'Italie, des hauteurs de, on va dire, plus ou moins 15 ou 20 mètres de haut. Mais ici, les parois sont tout de même moins hautes que celles qu'on trouve dans les Via Cava d'Italie. Et regardez, on voit vraiment très bien ici à l'image à quel point ces vestiges ont une allure générale de pâte à modeler. Hein. Il semble véritablement que tout ce travail a été réalisé à une époque où la matière aurait été légèrement moins solide qu'à notre époque. On pourrait la comparer à de la pâte à modeler, en quelque sorte, à notre époque. Et donc, il me semble très opportun de replacer tous ces vestiges archéologiques dans une conception traditionnelle du monde et donc du temps cyclique et qualifié. Et ici, on voit une nouvelle fois ce qui ressemble à des tombes ou des bassins, des baignoires, car je pense que ces vestiges étaient certainement des vestiges dédiés à la pratique de rituels d'initiation, où on récoltait une nouvelle fois de l'eau dans ces bassins, mais l'eau ne servait pas simplement à une utilisation bassement matérielle, mais au contraire à une utilisation de pratiques spirituelles. On vient de voir à l'image à quel point, parfois par endroits, on voit vraiment que les ornières qui ont été réalisées sont vraiment lisses. Hein. C'est comme si on passait aujourd'hui avec un chariot ou une voiture dans de la boue. Vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience, remarquer par vous-même, si un jour vous allez vous promener, vous voyez de la boue avec des ornières d'eau ou de tracteurs parfois, vous voyez véritablement que la boue par endroits peut vraiment être très lissée. Et ici, on voit véritablement le même phénomène, sauf qu'ici, évidemment, il ne s'agit pas de boue ni de pâte à modeler, mais de roches naturelles. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait déjà le rapprochement dans la première émission.
Et j'avais fait aussi, j'avais mis la photographie donc pour étayer tes propos. Ben, d'ailleurs, c'est toi qui l'avais faite, cette photo, avec les traces de pneus et de Cartrust. Ouais, ouais, c'est donc on se pose effectivement ces questions, à savoir quel engin a pu faire ces marques, quelle chose. Mais je, moi, là aussi, dans ce petit canyon, on dirait, tu m'avais fait remarquer ça aussi à d'autres moments. Là, par exemple, je vais essayer de faire pause. Euh, on dirait qu'il y avait comme une paroi, que ça faisait comme un tunnel. Il est possible j'ai surtout remarqué ça moi par endroits dans certaines via cava d'Italie ou certaines parois latérales sur leur sommet, le sommet est légèrement voûté vers l'intérieur. Voilà, Il est là, je ne sais pas si on voit avec ma souris, là, mais voilà, là, ce petit décroché ici, là, on dirait que ben, ça venait fermer ce chemin. Bon. moi, je trouve que ta réflexion est intéressante. Je me suis surtout fait cette réflexion-là dans certaines via cava d'Italie où effectivement, comme je vous expliquais, le sommet de certaines parois sont incurvés vers l'intérieur et il est possible qu'à l'origine, ces tunnels, ou du moins une partie d'entre eux, ou certaines portions d'entre eux, étaient entièrement sous terre, on va dire, avec une voûte, un plafond entièrement fermé. Ouais, Et ouais. alors, ce qu'il y a de très remarquable aussi à Castellar de Meca, c'est qu'au sol, on remarque non seulement des ornières, donc, mais également au milieu des ornières, on le voit d'ailleurs super bien ici, il y Voilà. a comme des cercles, comme des ronds, des formes ovales, on va dire. Et de cela, on peut peut-être, moi j'ai pensé que peut-être les chariots étaient tirés par un être humain ou un animal ou que sais-je, et que les empreintes au milieu résultent peut-être de traces de pas qui se sont marquées dans la pierre qui visiblement était plus molle à Mhm. cette époque-là et qui résulterait d'une traction d'un chariot. Ouais, ouais. Et ce qu'on remarque aussi parfois, c'est sur le côté en bas, il y a toutes sortes de marques qui reviennent à intervalles réguliers. Et là, ça fait presque penser à une espèce de machinisme ou quelque chose comme ça avec des chenilles, où c'est vraiment très, très, très impressionnant. Ouais. Voilà, ici, on voit une nouvelle fois super bien, en gros plan, les marques dont je vous parle. Et ces marques-là au centre des ornières, je les ai aussi beaucoup vues en Sicile et en Italie également. Ouais, ouais. Là, on retrouve une Moi, nouvelle fois, ici, on il y avait retrouve, un escalier, hein? oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, oui. Ouais, ouais, on a vu donc ben oui, tout ce rocher en fait a été aménagé. Donc on parlait de sanctuaire, tu nous parlais de sanctuaire. Là, on voit encore des escaliers en haut de tout ça. Là, on voit encore aussi cette forme de tunnel hein, avec cette montagne qui a l'air de revenir un petit peu pour fermer le tout. Et donc tous ces vestiges, eh ben, quand on voit l'état de ces vestiges, on se doute que c'est très très vieux. Oui, Ça sort de l'histoire officielle, ça sort de. on remarque vraiment avec ce style de vestige troglodytique à quel point, bien souvent, et même la plupart du temps, ils sont extrêmement endommagés, hein. Il y a des parois qui se sont effondrées ou des plafonds. On ne voit plus, semble-t-il, à notre époque, que des parties d'ensemble qui devaient constituer à l'origine des ensembles beaucoup plus grands. Et on constate donc à quel point tout cela est extrêmement dégradé. Et par là, on peut penser qu'effectivement, ces vestiges sont beaucoup plus anciens que ce que les archéologues modernes nous annoncent parfois, en nous signalant que ces vestiges datent parfois seulement du Moyen Âge ou au mieux de l'Antiquité. Moi, je les replacerais plutôt dans une conception justement traditionnelle du temps cyclique avec les quatre âges de l'humanité. Donc, je rappelle, c'est l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain, l'âge de fer, en sachant que l'âge d'or, il n'y a pas eu pour moi de sanctuaires qui ont été construits parce que l'âge d'or correspond au paradis terrestre. Les sanctuaires ont seulement commencé à être construits dès la sortie de l'âge d'or, dès la première chute de l'humanité. Et les sanctuaires avaient pour fonction donc de permettre à l'homme, à travers des sanctuaires, de retrouver leur état paradisiaque perdu.
Euh, donc voilà, je pense que tous ces sanctuaires troglodytiques qu'on a vus jusqu'à maintenant et qu'on voit encore ici à l'image peuvent être placés dans la perspective traditionnelle et ce serait selon moi des sanctuaires du premier monde, donc du deuxième cycle, le cycle de l'âge d'argent. D'accord. Et donc, oui, on va parler beaucoup aujourd'hui de ces cartes trust et de ces sanctuaires un peu troglodytiques. Et d'ailleurs, ce deuxième choix, ben, on va retrouver un petit peu ces voies, mais en plus avec des abris troglodytes de chaque côté de ces voies. Donc, je te propose encore le choix entre les cartes de Sicile, donc Syracuse, Noto Antica, les sites que tu as visités, et le nord, plus au nord, avec les cartes d'Allemagne, Luxembourg et France en Alsace. OK, mais avant de lancer la vidéo, peut-être on peut déjà remarquer qu'effectivement, comme tu disais, nombreuses de ces cartes et de ces chemins troglodytiques, on pourrait dire, sont bordés de nombreuses cavernes. Et donc, la caverne, d'un point de vue traditionnel, ce sont des tombes symboliques et initiatiques, ce sont des lieux destinés à la pratique de rituels d'initiation. Ce ne sont pas de simples tombes sépulcrales. Bien qu'elles aient pu servir de tombes sépulcrales au cours du temps, je pense, moi, que la fonction originelle de ces cavernes était donc purement initiatique, on va dire. Ouais, Donc, ouais. je vais choisir la première vidéo parce qu'en Allemagne, il y en a quand même un peu moins. Je pense que la Sicile est quand même plus spectaculaire dans l'ensemble. D'accord. Mais on voit donc qu'il y a les mêmes constructions, par exemple en Sicile ou en Allemagne. Ouais. Allez, on est parti alors pour les images de Sicile. Donc là, on est sur le site, sur un site à Syracuse. Ce site est officiellement attribué aux Grecs ou aux Romains, je pense. Et une nouvelle fois, on voit l'absurdité que peuvent avoir certaines théories modernes en attribuant ces vestiges aux civilisations romaines ou grecques. Pour moi, ce style d'architecture est vraiment beaucoup plus ancienne que les civilisations de l'Antiquité. Mais par contre, les civilisations de l'Antiquité ont pratiquement tout le temps réutilisé ces vestiges anciens, ces anciennes constructions au cours du temps. Et là, on est toujours à Syracuse, mais là, on n'est plus dans le parc de Néapolis, mais toujours à proximité quand même, vraiment plus au bord de la mer. Là. Et on revoit une nouvelle fois d'ailleurs, comme à Castellar de Mecca, les mêmes marques là au sol, au milieu, qui semblent résulter d'un enfoncement, d'un passage je dirais moi, d'un être humain ou d'un animal qui tirait certainement une sorte de chariot, mais dans une matière visiblement qui était plus molle qu'à notre époque, et que cette matière s'est donc solidifiée au cours du temps. Et donc, une nouvelle fois, on voit que ces vestiges ne sont plus visibles qu'en partie. Il semble vraiment qu'on ne voit plus à notre époque que des fragments de vestiges, de ce style de vestiges. Parfois même, je sais bien que toi, tu as été voir aussi des cartes à Malte, je pense. J'ai déjà vu des photos de cartes qui s'arrêtent vraiment à fleur de la falaise, quoi. Et Ouais. par là, on peut imaginer qu'à l'époque, le cartrot, c'était vraiment beaucoup plus grand, mais que toute une partie de la matière, on va dire, de la pierre, a aujourd'hui complètement disparu. Et donc, une grande partie de ces vestiges a lui aussi également disparu. Et qu'on ne voit que ce qu'on voit encore aujourd'hui, ce ne sont plus que de petits fragments de ce style d'architecture qui était certainement beaucoup plus vaste à l'origine. Et cette observation peut être faite un peu partout dans le monde d'ailleurs, pas seulement en Italie ou en Sicile ou en Allemagne, mais Ben un oui. peu partout dans le monde avec ce style d'architecture. Pour moi, je les ai quand même beaucoup observés sur place, mais aussi beaucoup en photo, etc. J'ai vraiment l'impression que, comme je vous le dis, on ne Mhm. voit plus que des petits fragments d'ensemble qui devaient être beaucoup plus grands à l'origine. Mais il est bien connu dans les sociétés traditionnelles, dans les connaissances des peuples anciens, qu'entre chaque cycle, il y a de grandes déflagrations planétaires qui viennent détruire, entre guillemets, le monde. Et c'est la fin d'un cycle qui correspond avec le début d'un nouveau cycle.
Donc ici, nous sommes à Noto Antica, en Sicile, fabuleux site où on trouve également beaucoup de réalisations troglodytiques comme ceci. On voit une nouvelle fois à quel point ces rochers ont l'allure générale de pâte à modeler, hein. Et là, on trouve à Noto Antica également beaucoup de cavernes. On retrouve également ce magnifique chemin troglodytique. Donc, on trouve également souvent des courbes, hein, dans les chemins troglodytiques, ça serpente, on va dire. Et je pense que d'ailleurs, le nom de ce chemin troglodytique porte le nom en italien, mais je ne sais plus dire exactement de chemin serpentant, on va dire. Ça forme des boucles comme ça. Des boucles à 180 degrés, hein, bien souvent. Et là, on Ouais, retrouve une ben, nouvelle fois encore un ces peu comme à marques. Castellar, hein. Un Oui, peu- tout à fait. je trouve ces deux sites très très ressemblants, Castellar des Mecca et celui-là. C'est vrai. Même la couleur de la pierre est très semblante. Tout, C'est certainement du calcaire ici une nouvelle fois. tous les ornières sur le côté, la façon dont peut-être c'était recouvert aussi. Là, on a vu tout à l'heure, il y a toujours une paroi sur la gauche. Enfin, on Oui. a vu tout à l'heure, il y avait une partie avec une paroi sur la gauche. Là encore, on voit. Et Moi, ce que je voulais te demander par rapport à tout ça, comme on parle de vestiges d'un premier monde, euh, on entend parler aussi des vestiges de l'Atlantide qui ne seraient visibles que à certaines parties sur certaines parties du globe. Est-ce que bah, c'est ça un petit peu ces vestiges de l'Atlantide qu'on regarde là? alors ça, c'est un sujet fort débattu, fort complexe. Pour moi, le mythe de l'Atlantide renvoie plus à l'archétype de l'homme révolté contre Dieu, qui se rebelle contre Dieu et qui finit par engendrer la destruction de la civilisation plutôt qu'une véritable île physique et puis aurait existé. Il faut bien comprendre que les anciens s'exprimaient toujours dans un langage symbolique pour faire passer des messages au cours du temps. Et Mhm. le mythe, c'est justement ça, c'est une histoire sacrée qui sert à perdurer dans le temps et à faire passer des messages aux hommes. Et donc, le mythe de l'Atlantide, pour moi, avant tout, c'est un message symbolique qui est adressé à l'humanité, qui nous explique que si l'homme se détache des enseignements de Dieu, s'il perd la sagesse, s'il s'en détourne, ça finit toujours en catastrophe et c'est justement le mythe de l'effondrement de l'Atlantide. Je ne pense pas véritablement qu'il y a eu une île qui s'appelait l'Atlantide, même si effectivement Platon semble placer une île qui aurait existé au-delà du détroit de Gibraltar, je pense, quelque chose comme ça. Mais Ouais. pour moi, l'Atlantide donc c'est plus une figure symbolique que véritablement un endroit physique. Ok, d'accord. Ben, moi, je parle en fait en tant que civilisation en plus. Quand je parle d'Atlantide, c'est vrai que je me replonge à une époque en fait où peut-être je me dis que l'Atlantide devait peut-être ce continent a existé là au milieu de l'Atlantique, mais peut-être qu'il existait en même temps le continent de Mu aussi qui a disparu dans le côté de l'Océanie. Et peut-être donc qu'on parle d'une période où ben, il y avait une sorte d'unité sur Terre, de civilisation un peu plus avancée, un peu plus évoluée, intelligente. Je sais, hein, c'est de Oui, ce dont quoi on parle depuis l'autre émission, hein, c'est-à-dire qu'un monde qui nous a précédés, mais qui était plus évolué spirituellement, intellectuellement. Mais comme on retrouve des vestiges un petit peu partout sur la planète qui se ressemblent beaucoup, je me demandais voilà, si l'Atlantide, en fait, on l'appelle Atlantide, mais il y avait Mu aussi, et on parle d'une période, en fait, plus d'une période de l'Atlantide que d'un continent physique. oui, tout à fait. On pourrait aussi replacer le mythe de Platon de l'Atlantide dans une perspective justement traditionnelle du temps cyclique et qualifié. C'est tout à fait correct de la replacer comme ça, selon moi. Et comme tu l'as bien dit, ça pourrait aussi renvoyer à l'archétype d'une ancienne humanité qui avait des facultés spirituelles plus développées que l'humanité actuelle et qui, à un moment donné, s'est détournée de la sagesse, on va dire, s'est révolté contre Dieu et a fini par disparaître à cause de sa révolte, justement. Mais Mhm. ça renvoie également, comme tu l'as bien expliqué, à des humanités d'anciens cycles cosmiques, donc,
qui ont réalisé notamment ce style de vestiges troglodytiques, mais aussi les vestiges mégalithiques du Second Monde. Ben oui, 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 voilà, on voyait les Donc, dolmens du Japon la semaine dernière, hein, par exemple, et qu'on retrouve aussi en Sardaigne. Voilà, donc ce genre de choses, ouais, on pourrait, par exemple, replacer la civilisation de Mu dont on parle. Elle pourrait peut-être correspondre à l'humanité du premier monde. Et la civilisation de l'Atlantide pourrait correspondre à l'humanité du second monde, par exemple. Oui, ou peut-être, moi je me dis du même monde en fait, parce qu'il y avait le même genre pour moi j'y vois une sorte de globalité, voilà, entre l'île de Pâques, entre les vestiges du Mexique aussi, les statues qu'on a vues la dernière fois ensemble au Pérou, les sites de Pumapunku, beaucoup de choses en Chine, enfin voilà, hein, c'est Comme, les comme, on dolmens a, du Caucase, bon, on a vu pas mal de choses déjà ensemble, mais ouais, voilà. comme on en avait déjà parlé dans la première émission, on retrouve énormément de similarités dans les constructions, dans l'art et dans l'architecture, ou même dans les mythes, les symboles, etc., des sociétés traditionnelles. Et par là, on peut voir à quel point tout cela renvoie à une unité qui se trouvait en amont Mhm. dans le temps de toutes les formes traditionnelles qui ont pu exister au cours de l'histoire. Donc, elle renvoie toutes par cet universalisme, on pourrait dire, Mhm. renvoie à une unité primordiale d'où tout émane, on pourrait dire, où tout découle. Et donc, on peut donc y voir, au fait, ce qu'on appelle le pérennialisme. Les auteurs du pérennialisme, c'est avant tout de ça dont ils parlent, d'une tradition primordiale, d'une origine unique à la manifestation, pas seulement à l'humanité, à l'ensemble du monde. Le monde, on pourrait dire qu'il est quantitatif, tandis que l'unité originelle, elle est purement qualitative. Et donc, tout renvoie toujours à cette unité originelle purement spirituelle et qualitative, et d'où on s'écarte au cours du temps et au cours de l'histoire. Mais on retrouve donc énormément de similarités Ouais. dans l'art, l'architecture, Oui, dans les... on arrive Oui, à remonter la trace hein, quand même petit à petit voilà. et à refaire un petit peu le puzzle, voilà, à force d'assembler aussi des petites pièces. Et Euh, une chose qu'il faut préciser aussi, c'est, selon René Guénon, par exemple, l'origine unique du, euh, des symboles n'est pas à rechercher uniquement dans la mentalité de l'homme. L'origine du symbolisme est supra-humaine. C'est quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps, et donc au-delà des hommes. C'est une vérité unique que certains grands sages, certains grands saints ont su aller chercher, ont su connaître, on pourrait dire, ont su expérimenter à travers des états de conscience modifiés, on pourrait dire, ou des états d'être hmm. des états d'être supérieurs, à travers justement des pratiques spirituelles, etc. Donc, ils ont su aller chercher cette vérité et ils l'ont transmise, on pourrait dire, aux hommes à travers le temps et l'histoire, à travers les enseignements traditionnels. Ben oui, ouais, d'accord. Bon, moi, immédiatement, quand tu parles de ça, ça me fait penser aux chamans, un petit peu qu'on retrouve en Amérique centrale, mais aussi les chamans de la Russie, hein, c'est Sibérie, où je crois il y a beaucoup Oui. de chamans. C'est même l'origine du chamanisme. C'est possible, oui. Les Il y a divers origines, formes, oui. Il y a ouais, diverses formes de chamanisme, oui. ouais, les aborigènes aussi qui pratiquent des rituels, et en Afrique aussi beaucoup. Donc, ce sont beaucoup de rituels anciens et de personnes qui arrivent à rentrer dans des états, à communiquer, à avoir aussi accès à certains savoirs, certaines choses, hein, comme la médecine, hein, la médecine des chamans. Et c'est là justement la très grande différence avec la science moderne, qui, elle, n'envisage que le monde physique et matériel, tandis que la science traditionnelle, les sciences traditionnelles, envisagent non seulement le monde matériel,
mais également les mondes plus subtils. Donc, il y a le monde matériel, on va dire, c'est le plus grossier de tous. Au-dessus, il y a un monde déjà plus subtil qui est le monde psychique, le monde de l'âme, le monde animique, le monde du mental ou le monde du rêve, on pourrait dire, le monde justement dont nous parlent les voyages chamaniques, etc. Et alors, le premier monde qui est tout au-dessus, lui, c'est le monde informel, c'est le monde spirituel. Et on pourrait même dire qu'à la source de ces trois mondes, il y a ce qu'on appelle l'absolu, qui est à l'origine de la manifestation. Et la manifestation, elle contient donc trois mondes. C'est la cosmogonie, c'est ce qu'on appelle la cosmogonie des trois mondes. Donc, monde matériel, monde psychique et monde spirituel. Tandis que la science moderne ne s'arrête, on va dire, qu'au monde matériel, au monde physique. Elle s'aventure parfois dans le monde plus subtil du monde psychique, mais elle s'égare souvent en confondant le monde psychique avec le monde spirituel. Et par là, on peut facilement s'apercevoir de toutes les pseudo-traditions, les anti-traditions, même on pourrait dire, de l'époque actuelle, qui justement confondent tout le monde psychique avec le monde spirituel. D'accord. Et, eh ben, continuons, on va parler de tout ça, hein, parce qu'on va, je pense, à travers les prochaines images, reparler encore de tout ça, de ces sanctuaires. On change un petit peu de catégorie, on part des Chartreuse, mais on reste dans ce même genre d'édifice. Je les appelle rock cut, taillés dans la roche. Et donc là, le prochain choix entre Cerveteri en Italie et un autre site en Italie, Norcia. Alors, je vais prendre Serviteri parce que c'est un autre site vraiment exceptionnel aussi. C'est vraiment un grand moment d'exploration que j'ai vécu là à Serviteri. C'est vraiment extraordinaire. D'accord. Eh ben, allez, tu vas nous raconter Parce un que petit peu là, tout là ça. vraiment, Ouais, il y a un chemin troglodytique qui est vraiment très long, très, très long. d'accord. Eh ben alors, on va voir. C'est ça, ça commence. Oui. Donc là, nous sommes à Serviteri. Alors, à Serviteri, il y a la nécropole étrusque qui est très bien connue de la plupart des touristes, on va dire. Mais au-delà de cette nécropole, il y a toute une zone où on trouve justement ce genre de vestiges troglodytiques avec cette Via Cava. Donc, en Italie, on les appelle des Via Cava. Ces chemins troglodytiques à nouveau réalisés dans la pleine masse des rochers et qui sont une nouvelle fois bordés de très nombreuses cavernes, encodés de nombreux symboles métaphysiques, on pourrait dire, des symboles religieux, entre guillemets. Et voilà, une nouvelle fois, on trouve des ornières sur le sol. Et on peut aussi remarquer, je n'ai pas encore dit jusqu'ici, que toutes les formes qu'on trouve aux abords de ces ornières et dans ces chemins troglodytiques ont des formes arrondies, on va dire. Les angles sont arrondis. Il n'y a jamais véritablement d'angle droit comme si ça avait été taillé au marteau burin. C'est plutôt, tous les angles sont plutôt arrondis. Et ça aussi, c'est particulier aux vestiges du premier monde, donc même à Cusco. Même à Cusco, Jésus Gamarra en avait d'ailleurs également parlé de ça, c'est que sur les vestiges troglodytiques, les formes sont donc souvent arrondies. Et c'est quand il parle de technique de moule et de chaleur, par moule, il entendait plutôt véritablement le fait que l'on trouve des angles plutôt arrondis dans les vestiges. Ce n'est jamais vraiment des angles droits. Et là, au bord de ces vestiges, de ces cartouches, donc, sur les côtés, sur les abords, les angles sont vraiment souvent arrondis, c'est jamais vraiment carré comme ça. Même parfois, quand il y a des escaliers qui sont taillés, ben, les angles des escaliers sont arrondis, on va dire. Alors, on trouve de nombreux symboles encodés sur les parois latérales du canyon. Donc. Ici, on retrouve le symbole de la voûte, hein, et aussi une espèce de tombe, de tombeau. Donc, je pense à nouveau qu'ici, nous sommes dans un très ancien sanctuaire qui était destiné à la pratique de rituels d'initiation. Et donc, ces cartouches seraient également liées soit juste à la construction de ce type de sanctuaire, soit peut-être également qu'une sorte de chariot a été utilisé pour la pratique de rituels. C'est très difficile à déterminer. Mais en tout cas, on retrouve donc toujours ces chemins troglodytiques qui est la matérialisation d'un symbole
initiatique, du symbole du chemin, de la voie. Et sur les côtés de ces via cava, on trouve de nombreuses cavernes, donc, comme on l'a vu. Il y a aussi parfois des blocs qui ont été posés par-dessus. Et là, je pense que les blocs posés par-dessus les restes de ces vestiges sont des blocs plutôt qui datent de l'Antiquité officielle, on va dire peut-être de l'époque étrusque, là en ce qui concerne les vestiges d'Italie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer un peu partout dans le monde. On voit souvent des blocs qui peuvent être de taille plus ou moins grande, posés par-dessus ou bien autour des restes de ces vestiges réalisés directement dans la pleine masse des rochers. Ici, on voit une nouvelle caverne, une tombe symbolique et initiatique. Sur la droite, on a pu voir qu'il y avait également des escaliers. Ouais. Et là, c'est vraiment, là, ici, on voit vraiment que le sol est en train véritablement de s'effondrer. Tout est en train de partir sous-sol, on va dire. Dans le sol, c'est très impressionnant de voir ça. Et dans le fond, on entend de l'eau qui coule. Tout est véritablement en train de disparaître en quelque sorte. Ça, on voit par là à quel point ces vestiges ont l'air d'être vraiment extrêmement anciens et en tout cas beaucoup plus anciens que le Moyen-Âge ou que l'Antiquité officielle. Est-ce que tu penses que dessous, là, il y a des galeries qui ont été faites aussi artificiellement et que Il, il, non, je pense qu'il y a quand même une dégradation naturelle qui se fait par les ouais, éléments voilà. naturels. Oui. Mais il y a aussi de très, très nombreuses galeries souterraines qui ont été réalisées là, un peu partout dans le Latium d'Italie. Ici, on voit une nouvelle fois la superposition de deux styles d'architecture différentes. Je pense que celle du dessus avec les blocs, c'est étrusque, mais tout ce qui est en dessous, ça a une origine beaucoup plus ancienne que les Étrusques. Les Étrusques ont peut-être retravaillé par endroits Mhm. certaines réalisations troglodytiques, mais ça date véritablement, beaucoup plus vraisemblablement, d'une origine beaucoup plus ancienne que les Étrusques. Ouais. Donc là, ce site-là est vraiment très grand et très impressionnant. Et alors, j'ai pu voir des photos de 1980 où on voyait que les sites étaient beaucoup plus entretenus qu'aujourd'hui. Vraiment, on voyait super bien les ornières Carteret, tandis qu'aujourd'hui, elles sont recouvertes par de la terre, des herbes. Parfois, il est même difficile de les voir, car ces vestiges sont vraiment laissés à l'abandon. Hein. C'est vraiment Est-ce qu'ils bien triste. Oui, il y est-ce a un qu'ils sont encore désintérêt. pardon. Oui. Il n'y Est-ce a qu'ils- plus que certains archéologues vraiment très motivés qui, qui, qui entretiennent encore ce style de vestiges, mais apparemment, on les entretenait beaucoup mieux dans les années 80 qu'à notre époque. Et, ouais, et est-ce qu'ils sont encore quand même indiqués ou est-ce que ça fait plus du tout partie du tour touristique un petit peu? Ça dépend un peu les sites. Il y a des sites qui ne sont vraiment plus bien indiqués. Moi, j'ai parcouru là, des nécropoles étrusques, entre guillemets, où les fléchages sont juste faits avec des simples morceaux de papier, avec des inscriptions faites au marqueur dessus. C'est vraiment pas très bien entretenu. Certaines nécropoles ne sont vraiment pas bien entretenues. Il y a moyen de s'y perdre. Il y a beaucoup de végétation qui pousse de partout. Il vaut mieux, si on va visiter ce genre de vestiges, tout de même avoir une bonne carte, le sens de l'orientation et une boussole, parce que certains vestiges sont vraiment, comme je vous le dis, laissés à l'abandon. D'autres, par contre, sont beaucoup mieux entretenus, mais on va dire au moins 50% ou même plus de ces sites archéologiques sont aujourd'hui vraiment presque abandonnés. On ne montre aux gens que les vestiges romains, on va dire, à Rome, etc., les vestiges qui ont été réalisés avec des briques et des blocs, mais il semblerait que ce genre de vestiges soit plus ou moins laissé à l'abandon et caché à la vue du grand public. Et on leur fait croire que tout ça a été réalisé par des Étrusques. Mais vraiment, si vous vous promenez là dans le Latium d'Italie, que vous allez visiter beaucoup de sites, vous allez vous rendre compte que cette Mhm. théorie ne tient vraiment pas la route, que ça semble vraiment beaucoup plus ancien que l'Antiquité. Ouais, on va voir ça encore avec d'autres vidéos et puis même toujours en Italie. Et ben là, il y a encore un choix qui va se présenter à toi, toujours en Italie entre deux sites, la Via Amerina ou le Castel d'Asso. On a déjà vu une partie de tout à l'heure, mais c'était une autre partie, celle-là. Mais voilà, Je, la Via Amerina, donc je te laisse faire le choix. je vais prendre Via Amerina parce que là, il y a un symbole qui est encodé justement dans la caverne.
dont on a déjà parlé dans la précédente émission, mais on pourra redire un mot sur ce symbolisme. D'accord. Eh bien, c'est parti. Et donc, Via Amerina, c'est un site archéologique où, une nouvelle fois, on retrouve vraiment une espèce d'allée, hein, mais là, elle est vraiment très, très large. Et cette allée est une nouvelle fois bordée par de très nombreuses cavernes troglodytiques. Donc, symboliquement, ce sont des tombes symboliques et initiatiques. L'archéologie moderne prétend que ce sont juste de simples tombes sépulcrales réalisées par les Étrusques. Et ici, on voit un gros morceau de bloc qui constituait vraisemblablement à l'origine le plafond de l'entrée d'une caverne, mais qui est aujourd'hui effondré. Donc, on voit vraiment souvent ça dans le Latium d'Italie. Dans le Latium d'Italie, c'est vraiment très impressionnant, mais on peut aussi voir ça ailleurs dans le monde. Donc, ce style de vestige a vraisemblablement été est vraisemblablement très, très détérioré. Et alors, à l'entrée de cette caverne, il y avait certainement à l'origine, mais on ne le voit plus aujourd'hui vu que c'est effondré, l'encodage d'un symbole très important qui est celui du triptyque qu'on retrouve d'ailleurs toujours à notre époque dans les monuments religieux, hein, dans à l'entrée des cathédrales ou des temples, etc. On retrouve les trois portes, donc. Et là, je pense que nous avions affaire à une caverne qui était encodée de ce symbole du triptyque. Alors, quand je vous dis qu'il est parfois difficile d'établir si ce sont les Étrusques qui ont réalisé ces cavernes ou si c'est plus ancien, ici, nous voyons également un symbole qui est gravé, on va dire, encodé sur la paroi du mur. Et on retrouve un symbole dont on a déjà parlé dans la première émission, qui est celui de l'équilibre, de l'unité qui se trouve au centre de la dualité et de hein, la porte qui symbolise le passage entre deux mondes, entre le monde formel et informel, entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, il est très difficile de savoir si ces symboles existaient à l'origine ou si ce sont les Étrusques qui ont eux-mêmes un petit peu retravaillé des cavernes beaucoup plus anciennes et qui sont venus encoder des symboles sur les parois, sur les entrées, etc. C'est parfois un peu difficile à établir. Moi, je pense donc que beaucoup de ces cavernes sont d'origine proto-historique, donc beaucoup plus anciennes que l'Antiquité officielle, et que les peuples de l'Antiquité ont parfois et même souvent encodé par eux-mêmes des symboles dans ces vestiges beaucoup plus anciens. Donc voilà une superbe image d'un triptyque, du symbole du triptyque qui est encodé dans l'architecture traditionnelle. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'au Moyen-Âge, on va dire, on retrouve ce symbole universel du triptyque qui renvoie donc à cette notion d'unité, d'équilibre, au-delà de la dualité du monde. Donc on peut dire que les symboles, ce sont des formes extérieures d'un processus initiatique intérieur. Ce sont on pourrait dire des aides extérieures qui nous aident à s'élever vers des mondes supérieurs. Ok. Ouais, donc c'est toujours ces vestiges très impressionnants. On voit encore des puits, hein, on en avait vu la dernière fois aussi. Une ouverture vers le ciel hein, qui symbolise à nouveau Toujours ce symbole de verticalité entre le monde inférieur et le monde supérieur. Ouais, ouais, toujours encore une fois cette caverne reliée On peut dire avec. qu'avec ce style d'ouverture, que ce style d'ouverture symbolise la montée des royaumes inférieurs vers le ciel, tandis que les royaumes célestes descendent vers la terre. C'est un jeu d'équilibre entre des forces montantes et des forces descendantes. Ouais, ouais. On retrouve Dessus, en dessous. ce qui est en dessous et comme ce qui est en dessous et ce qui est en dessous et comme ce qui est au-dessus. C'est une doctrine qui est attribuée à Hermès Trismégiste, donc un grand alchimiste de l'Antiquité, on va dire. D'accord. Et je pense que c'est un grand principe métaphysique, justement, d'équilibre qu'il faut retrouver à travers un processus initiatique qui était
à mon avis, enseignés et pratiqués dans ce genre de cavernes qui étaient donc des tombes symboliques où il s'agissait non pas de mourir physiquement, mais de mourir psychiquement, de mourir à soi-même pour renaître à un état d'être supérieur, on va dire. Là, on retrouve une nouvelle fois ici une sorte de tombe symbolique. On en trouve partout dans ce style d'architecture. Des espèces de baignoires où on utilisait, à mon avis, je pense également de l'eau. C'est des baignoires qui servaient à la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui dans la tradition chrétienne le baptême. Sauf qu'à l'origine, le baptême n'était pas ce que le baptême chrétien actuel, c'était vraiment des baptêmes initiatiques, des rituels d'initiation. Le candidat à l'initiation était plongé dans l'eau, ce qui symbolise la mort initiatique. Et quand il ressortait de l'eau, il renaissait à un mode, un état d'être supérieur. C'est la mort et la renaissance initiatique. Ouais, il y a toujours ce côté expérience, voilà, qui est expérience à mener sur soi. On parlait des chamans tout à l'heure, bah, ça me fait un petit peu penser à ça. Je sais que ceux qui ont fait, j'ai pas eu la chance de le faire, mais des retraites un petit peu dans la jungle, avant de faire la séance de chamanisme, il faut se préparer, il faut faire des jeûnes, il faut s'isoler dans des cabanes en hauteur ou dans des sortes de cavernes, mais c'est pareil Oui, s'isoler, faire un travail sur soi et après être on prêt à recevoir quelque chose, un oui, enseignement. il faut toujours se purifier. Il faut descendre en soi-même, ce qu'on appelle combattre le dragon, finalement. Combattre ces monstres intérieurs, c'est la première étape de tout processus initiatique. Et par là, on peut bien se rendre compte à quel point la notion de religion ou même de Dieu diffère totalement de la notion de ce qu'ont la plupart des religieux aujourd'hui, qui ne voient plus qu'en Dieu que quelque chose d'extérieur à eux-mêmes, tandis que les traditions ou les religions, entre guillemets, primitives, on pourrait dire, sont plutôt des expériences vécues. Et, et oui, ils ont compris que Que tout était Dieu, en soi, en fait, aussi. voilà, exact. Dieu est en nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose à rechercher à l'extérieur, même si on peut s'aider du monde manifesté pour comprendre certaines vérités. Mais avant tout, Dieu est en nous-mêmes et symboliquement, Dieu se situe à l'intérieur du cœur. Ouais, d'accord. Et donc, Comme la source, quoi. ça consiste à dépasser justement le mental. Le mental, c'est comme c'est le second monde, c'est le monde intermédiaire qu'il faut traverser comme victorieusement, on pourrait dire, pour atteindre l'esprit qui est le cœur. La vérité se trouve logée dans le cœur et pour l'atteindre, il faut d'abord sortir de l'illusion du mental, traverser le monde mental victorieusement parce qu'on peut aussi s'y perdre et c'est là le danger, c'est un grand danger je pense, de beaucoup de pratiques soi-disant initiatiques aujourd'hui où on ne fait que se perdre dans le mental et on confond le mental avec le spirituel sans comprendre que le mental n'est qu'une manifestation, ça fait toujours partie du monde formel, le monde des formes, le mental, tandis que le monde spirituel, lui, il est informel. Donc, tout ce qui est du monde formel, le monde physique et le monde psychique doit être dépassé pour arriver à ce qu'on appelle le monde spirituel. Et là, c'est tout un travail, comme tu le disais, à faire sur soi, à se purifier, à se corriger, à admettre son ignorance, ses erreurs, ses illusions. C'est le travail de toute une vie finalement, mais qu'on peut, semble-t-il, accélérer moyennant des pratiques traditionnelles véritables, mais qui sont certainement très, très difficiles à trouver à notre époque, surtout en Occident, mais je pense que même ailleurs dans les autres pays, d'une manière générale, toutes ces connaissances initiatiques ont dégénéré et il y a un grand danger aujourd'hui de chercher à tout prix à vouloir suivre une véritable, enfin, à suivre une tradition plutôt, sans comprendre que beaucoup de traditions aujourd'hui ont dégénéré. Il faut d'abord acquérir, je pense, véritablement des connaissances traditionnelles, aller vraiment au fond des choses avant
avant de chercher véritablement une voie traditionnelle. Je pense que c'est vraiment un danger de se lancer aujourd'hui dans ce commerce de la spiritualité qui existe à nos jours. Ça ne fait au contraire que nous éloigner du monde spirituel. Et il y a véritablement de grands dangers. Il faut d'abord bien savoir ce qu'enseignent les véritables traditions avant de se lancer dans des pseudos, dans la néo-spiritualité d'aujourd'hui, car ça ne mène qu'à la dissolution de l'âme, alors que traditionnellement, son âme, il faut justement la sauver. Et il y a vraiment de grands dangers. Et d'ailleurs, tous ces dangers ont été expliqués par les auteurs que j'affectionne particulièrement, des auteurs traditionnalistes comme René Guénon, Titus Burkhardt, Fritjof Schuon, etc., qui nous ont alertés des dangers de la pseudo-spiritualité de notre époque moderne. Donc, il faut bien être conscient des dangers que cela peut représenter. Ouais, très bien. Et alors, on continue. Alors, on passe à un autre choix. On reste dans ces rochers taillés. Et donc, le choix entre Frankenstein en Alsace ou Basigenstein en Alsace, toujours. Je vais prendre Frankenstein parce que dans la première émission, on avait vu une attache, un Ouais, symbole d'attache, et on avait fait remarquer que celui-là était vraiment particulier. Donc, ouais. je vais un petit peu essayer d'en parler, Allez, je ce ferai qu'on une pourrait en pause. dire, ce qu'on pourrait en dire éventuellement parce que c'est très compliqué. D'accord. Allez, on va voir ça. Et je ferai une pause au moment de cette particularité. Oui. Donc là, on est sur des sanctuaires semi-troglodytiques en Alsace qui sont officiellement attribués à des châteaux forts par l'archéologie moderne, hein. Mais moi, je pense donc que ces sites archéologiques sont plutôt des sanctuaires d'origine proto-historique, donc de l'âge d'argent, qui ont été réutilisés par la civilisation du Moyen Âge au cours du temps. Et là, nous avons dès l'entrée une espèce de petit chemin troglodytique à nouveau, avec ces formes en vaguelettes là sur le milieu, dont on a déjà parlé dans la précédente émission. Et nous voyons donc à nouveau que ces vestiges semblent à nouveau détériorés et qu'on ne voit plus aujourd'hui que de petites parties d'ensemble qui devaient certainement être plus importants à l'origine. Et donc, les constructeurs du Moyen Âge sont venus pour moi construire par-dessus et autour des restes de ces vestiges troglodytiques proto-historiques. Donc nous pouvons remarquer d'autres cartes dans le monde où on voit aussi ces formes de vaguelettes là sur le milieu, pardon. Ici sur la photo au-dessus, on voyait un château fort en Belgique. Ici, c'est un collage que j'ai fait avec les différents types de chemins troglodytiques que l'on trouve un peu partout dans le monde. Donc, on en voit, comme on a vu tout à l'heure, avec des ornières sur le côté et des sortes de ronds au milieu. On en voit comme en Turquie avec des parois latérales assez grandes, mais également des marques horizontales dessus. On voit ça aussi dans certaines Via Cava d'Italie. Au milieu, à droite, on voit qu'il y en a qui sont taillés comme des escaliers. On en trouve par contre aussi on trouve certains de ces chemins où il n'y a pas de cartouches, il n'y a pas d'ornière. Par contre, on trouve uniquement des espèces d'empreintes rondes ou ovales au milieu. Là. Ce qu'on trouve aussi dans les Via Cava d'Italie, ce sont comme des canaux qui ont été réalisés sur les côtés des parois pour faire écouler de l'eau, car l'eau, on le sait, dans les sociétés traditionnelles, est un élément sacré par excellence qui a servi à la pratique de rituels d'initiation. Donc, je pense qu'une nouvelle fois, on retrouve l'utilisation de l'eau, même à l'intérieur de ces chemins troglodytiques, notamment en Italie. On en trouve aussi au Mexique, là, au bas au milieu. Là, c'est un parc d'attractions qui s'appelle Xcaret Park. Je n'ai pas visité, malheureusement. D'accord. Et il semble une nouvelle fois qu'on trouve des énormes chemins troglodytiques là aussi au Mexique et qui ont parfois été inondés ou bien qui ont servi d'attraction dans des parcs d'attractions justement pour les touristes. Et donc, ce n'est pas renseigné comme étant des vestiges archéologiques, mais plutôt comme quelque chose, une animation pour les touristes.
Donc, la fonction de ces vestiges a vraiment pu changer profondément au cours du temps. Et donc, ici, sur ce mur, sur cette paroi latérale, on retrouve toute forme de marques d'excavation qui ont été pratiquées dedans. Et je pense qu'on ne voit plus d'ailleurs que des petites parties d'ensemble qui devaient constituer des ensembles beaucoup plus grands au départ. Et donc, on voit une espèce de marque de clamps, d'attache sur ces murs. On fera peut-être un arrêt sur l'image si on le voit Ouais. un peu plus loin. Et il va réapparaître de toute Ouais. façon. Tu fais des gros plans dessus. C'est vrai que Là, on voit donc des marques sur toute la paroi. Hein. hein, on Mais voit des marques. Hein. ouais. Mais on ne peut pas être sûr et certain que ces marques résulteraient d'un travail au marteau et du burin du Moyen Âge. Et même la texture même de la roche change par endroits, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà la marque dont on parlait. On va faire un arrêt sur image sur cette marque, si tu veux bien. Donc, ça Voilà. ressemble effectivement aux marques d'attache dont on a parlé dans la première émission, qui servaient à attacher deux blocs entre eux. Sauf qu'ici, cette marque, elle ne se trouve pas sur un bloc, mais dans la pleine masse du rocher, sur une paroi, donc. Et c'est très compliqué de savoir exactement à quoi elle servait. Mais moi, je pense qu'à l'origine, ces couloirs, ces chemins troglodytiques étaient donc destinés à la pratique de rituels d'initiation et que par endroits, ces chemins étaient bloqués par des sortes de portes ou d'arrêts qu'on ouvrait seulement à partir d'un certain moment. Peut-être quand l'initié avait atteint un certain degré spirituel, il pouvait continuer son évolution à travers tout le parcours initiatique et que ces attaches pourraient éventuellement, hein, ce n'est qu'une opinion, hein, avoir servi de système de porte, on pourrait dire, à l'intérieur même de ce chemin. Ça aurait pu Ouais. servir à maintenir une pièce cellulaire qui aurait été bougée et enlevée au cours du temps et par moment pour laisser passer ou bloquer l'accès justement au chemin troglodytique. Ouais, ouais. Et puis ben, on demandera aussi aux youtubeurs qui verront cette vidéo, à tous les passionnés, si ça leur dit quelque chose, hein, ce genre de marque, s'ils ont déjà vu ça ailleurs, sur d'autres sites. En tout cas, moi, des choses comme ça sur la colline, comme on a vu, sur le plein rocher, ben non, j'en avais jamais vu. Il semble qu'il y ait une pièce cellulaire qui venait s'encastrer Ouais. dans la partie troglodytique, on va dire, et qui était clipsée, justement, attachée avec une sorte d'attache. Donc, cette pièce-là, peut-être, elle basculait de temps en temps pour ouvrir le passage et le fermer. Moi c'est ce que je pense. Je pense que toutes ces routes, ces chemins et même des corridors étaient par moments barrés, l'accès était bloqué et on ne l'ouvrait qu'à certains parce que justement ces chemins, ils servaient à s'acheminer jusqu'au centre du sanctuaire qui symboliquement représente la divinité, donc le centre spirituel, on va dire, qui est le cœur justement dont on a parlé tout à l'heure. On Ouais. parlait que Dieu était à l'intérieur du cœur. Et bien dans un sanctuaire, le centre du sanctuaire représente en quelque sorte Dieu, la divinité, le centre donc. Et pour avoir accès au centre, il faut cheminer, parcourir, évoluer et l'accès à ce chemin est bloqué tant qu'on n'a pas atteint, je vais dire, des niveaux spirituels nécessaires pour passer à l'étape suivante. Ouais. Ouais, hein, donc on voit bien encore, bah, comme on voyait sur les sites tout à l'heure, ce petit bourrelet en bas aussi sur la paroi. Hein, on a pu voir ça sur tous les autres sites qu'on a vus jusqu'à maintenant, en Espagne, en Italie. Ces Et marques alors, sur la paroi, plus cette marque très étrange. on voit que par endroit, par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de marques, voire pas du tout. Hein. Mais on voit des rayures, hein, toujours sur la paroi, Ouais. là, des rayures En qui tout cas, font. ce ne sont pas des marques qui résulteraient d'un travail avec un marteau et du burin. Et on va voir que cette paroi se situe un peu plus loin, on va le voir,
ça forme un angle dont je vous parlais tout à l'heure, que ces routes font souvent des tournants à 180 degrés comme ça. Et cette réalisation-là, sur la pleine masse des rochers, se trouve justement dans un angle du rocher comme ça. On le voit un petit peu déjà ici. Mhm. On voit que ça tourne un petit peu, hein. Et on voit que l'entrée qui est réalisée avec des blocs a été faite au Moyen Âge, mais que tout l'ensemble troglodytique, visiblement, est beaucoup plus ancien que le Moyen Âge. Ouais, Donc, là, voilà. on voit que ça forme un angle, comme ici dans une Via Cava d'Italie, qui est également un chemin troglodytique, qui forme par moments des angles, et également à Castellar de Meca en Espagne, on voit ça aussi, effectivement. Ça forme souvent des boucles comme ça. Là, c'est encore dans une Via Cava d'Italie. Ça Ouais. forme comme des boucles à 180 degrés. Et, ouais, et on voit encore un autre élément de ces structures, La la baie baignoire noire, hein, initiatique un petit peu. Enfin, voilà, la tombe symbolique, hein. la C'est pour ça que je baignoire. pense que ces vestiges étaient des sanctuaires et des cavernes aussi, hein. Donc on voit que Des tombes symboliques, des cavernes, tout ça renvoie à un symbolisme traditionnel de l'initiation, hein. et on voit bien que tous ces sites sont faits, bâtis de la même manière, hein. Espagne, Italie, Allemagne, Alsace, c'est partout pareil, quoi. On retrouve les mêmes symboles encodés dans toute l'architecture. Et la même organisation, hein, ces virages à 180, ces cartrusts, les baignoires, les caves, on Il y a- retrouve exactement, il y a tous les éléments à chaque fois. Donc, c'est des on pourrait sanctuaires dire qui sont très ressemblants. il y a une tradition originelle Ben ouais. qui a été, euh, qui a été faite, qui a été expérimentée, qui a été transmise, qui a été enseignée au cours du temps Mhm. et à travers l'espace. Mhm. Des mêmes techniques, on pourrait dire, qui ont été enseignées, les mêmes Voilà. symboles, les mêmes principes finalement. Mhm. Donc, ouais, on voit cette organisation de sites qui revient un petit peu partout. Et là, bon, ben, on va continuer dans les choix que je te propose entre deux vidéos, une Via Cava, hein, encore donc dans ce modèle un petit peu de voie troglodytique, ou un autre type de structure, mais encore creusé dans la pleine masse du rocher, l'amphithéâtre de Sutri. Je propose de tout de même regarder la Via Cava de Corciano parce que là, il y a véritablement des marques dans l'angle qui sont vraiment très, très Ouais, impressionnantes. Tout en sachant que pour moi, il est possible que ce qu'on appelle l'amphithéâtre de Soutri soit également d'origine proto-historique et non pas gréco-romaine. ouais. C'est peut-être et même probablement une réalisation également qui date du premier monde et qui a été réutilisée par les Grecs et les Romains, mais ce ne sont pas des réalisations qui sont faites avec des briques et des blocs. Tout est directement réalisé dans la pleine masse des rochers. Et vraiment, Ouais. le travail d'excavation qui a été fait pour réaliser ce style de vestige est vraiment gigantesque, on pourrait dire. Alors regarde ce qu'on va faire parce que moi c'est vraiment un de mes sites préférés aussi et j'y suis pas allé et c'est vraiment j'aimerais beaucoup voir ça, cet amphithéâtre de Sutri. Donc on va commencer par la Via Cava de Corciano et Sorano et puis après on se fera quand même un petit cadeau avec Avec l'amphithéâtre. plaisir. Voilà, on va y aller comme ça. Donc allez, on commence avec la Via Cava et c'est parti. Donc là, c'est une des plus majestueuses Via Cava que j'ai visitées en Italie. Les couleurs à l'intérieur sont vraiment très belles, c'est des tons orangés, etc. Et ici, donc, on voit justement dans l'angle, hein, un angle à nouveau qui forme à 180 degrés, des traces véritablement très spectaculaires qui semblent attester le fait qu'à une époque, la matière dans laquelle a été réalisée cette Via Cava était plus molle et qu'elle s'est solidifiée au cours du temps. Regardez, on voit déjà ici, même à travers les plantes, on voit qu'il y a des marques, hein, sur les rochers. Et donc, il y a aussi comme des espèces de passages, mais qui aujourd'hui n'aboutissent nulle part. Et par là, on peut penser qu'à l'origine, ces réalisations étaient d'une envergure beaucoup plus grande, mais qu'on ne voit plus à nouveau que de petites parties d'ensemble
qui ont presque complètement disparu aujourd'hui. Et donc, je voulais vous montrer cette Via Cava parce que les marques sur les parois sont véritablement très spectaculaires. On voit comme toutes des sillons latéraux, parallèles, on va dire, sur les deux côtés du canyon. Oui, je crois que c'est sur le fond du canyon là-bas, hein, où Oui, les marques sont. l'angle se trouve tout dans le Ouais, fond de ouais, ouais. la, de la Via Cava. Et on peut Là, aussi remarquer, on voit des inscriptions, non, sur la gauche, là? oui, oui, mais ça, pour moi, ce sont des inscriptions qui ont été ajoutées Ouais, ouais. finalement assez récemment. Oui, Ça date peut-être de l'Antiquité, mais je pense que c'est même beaucoup plus récent que l'Antiquité. Il y en peut-être. a certains qui pensent que les Via Cava ont été réalisées en plusieurs époques aussi. Mhm. Moi, j'ai plutôt l'impression que le gros des Via Cava a tout de même été réalisé en une seule fois et il y a très très longtemps. Ouais. Par contre, il y a peut-être eu effectivement au cours du temps des passages des peuples de l'Antiquité qui ont réutilisé, comme toujours, ces symboles à des fonctions souvent religieuses d'ailleurs, hein, toujours, Mhm. mais peut-être aussi des fonctions plus fonctionnelles dans notre époque moderne. Et là, ça, vraiment, la roche semble avoir été comme raclée, hein, presque Ouais. avec une sorte d'outil ou d'une technique indéfinissable à notre époque, mais ça ne ressemble clairement pas, je pense, à des techniques du marteau et du burin de l'Antiquité. Là aussi, on voit sur le sol qu'il y a des empreintes, mais ce n'est pas véritablement des marques d'ornières de chariot, c'est plutôt, comme on a vu tout à l'heure, des espèces de cercles, là, de ronds au sol, Mhm. des empreintes ovales au sol. Mhm. Et alors, les parois latérales peuvent atteindre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des hauteurs de 15, 18 mètres de haut. Ouais, Ça, c'est vraiment très impressionnant. Il faut aussi réaliser à quel point l'excavation de la matière a été très importante, quoi. Il y a des volumes de matière vraiment, véritablement colossaux qui ont été dégagés pour réaliser ce type d'architecture. Et ouais. alors là, dans le fond de ces canyons, on ressent un profond ressentiment de connexion avec la terre, puisque en quelque sorte, on est dans son ventre, dans ses entrailles, mais aussi une profonde connexion avec le ciel, puisqu'il y a cette ouverture, cette verticalité. Donc, on est à la fois ancré dans la terre et ouvert sur le ciel. Ça donne vraiment une impression très particulière, un ressenti très particulier dans le fond de ces Via Cava. Et donc, on voit une nouvelle fois qu'il y a aussi des portes symboliques qui sont encodées ou des cavernes parfois. Ici, il n'y a pas vraiment de caverne, mais il y a des portes symboliques qui ont été encodées. Et là, on voit vraiment bien les marques qui sont dans l'angle, qui semblent attester du passage de quelque chose, d'un véhicule, d'un chariot dont on ne sait pas trop quoi, qui est passé dans une matière qui aurait été plus molle à l'époque et qui aurait laissé des marques sur ces rochers qui ressemblent à des marques qu'on pourrait faire aujourd'hui dans de la boue ou dans de la pâte à modeler. Mais ouais, toujours. Toujours, toujours, hein, les mêmes paysages, quoi, les mêmes Voilà, paysages. là, on voit vraiment bien les marques qui sont dans l'angle. Ouais, Vous voyez ouais. vraiment bien que ça ne ressemble pas à quelque chose qui a été taillé avec des marteaux et des Non. burins, mais Mhm. plutôt de quelque chose qui est Bah, venu glissé, ouais, ouais, qui a glissé, racler ouais, raclé. une paroi rocheuse qui aurait été plus molle à l'époque, hein, et qui se serait solidifiée au cours du temps. Donc, pour reprendre le terme de solidification de René Guénon. Alors, je vais juste faire un petit rappel ici, c'est que tout ce que j'explique au travers de cette émission et dans la précédente émission ne se base pas uniquement sur mes opinions personnelles, mais au contraire, elle se base sur les connaissances des peuples anciens, donc les sciences sacrées des peuples traditionnels, qui ont été brillamment expliquées par des auteurs du siècle dernier principalement, donc les auteurs qu'on appelle les auteurs pérennialistes ou les auteurs traditionalistes, donc qui ont repris et qui ont expliqué les enseignements traditionnels de toutes les anciennes civilisations, etc. Et dans ces sciences sacrées, on retrouve la cosmogonie, la cyclologie, l'ésotérisme, la métaphysique, etc., qui nous permettent, la cyclologie, qui nous permettent de comprendre le monde de la façon dont le comprenaient nos ancêtres et les sociétés traditionnelles qui nous ont précédés.
Et donc, moi, je replace toujours ces vestiges et je les commente toujours en me basant sur les connaissances de ces peuples anciens, donc avec la science sacrée. Donc, ici, on est dans une nouvelle Via Cava, dans une nouvelle Via Cava, pardon, d'Italie. Et là, c'est vraiment celle où il y a les parois qui sont les plus hautes. Là, je pense qu'on dépasse certainement même les 20 mètres de hauteur. Et au sol, on retrouve toujours toutes sortes d'empreintes très énigmatiques, hein, Mhm. comme s'il y avait eu un passage dans une matière qui aurait été plus molle et qui se serait solidifiée à notre époque, un petit peu comparable à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui dans de la boue, hein, sauf qu'ici, on est dans des rochers, hein. Les Bien marques que là, ce soit du... semblent, les marques semblent plus petites et plus nombreuses dans cette. Oui, cette Via Cava-là, elle est vraiment très étroite. Oui. Mais par contre, dans le fond, de chaque côté, il y a chaque fois vis-à-vis des petites excavations qui ont été faites. Et peut-être, c'est à nouveau une nouvelle fois quelque chose qui servait à bloquer le passage le long d'un cheminement et qui n'était libéré qu'à celui qui était qualifié pour avancer. On pourrait dire c'est vraiment toute une symbolique d'élévation spirituelle qu'on pourrait dire encodée dans l'architecture traditionnelle qui était donc destinée à des pratiques initiatiques, à mon avis, qui n'avaient pas seulement des fonctions et même pas du tout des fonctions bassement matérielles et utilitaires. C'était destiné à la pratique de l'élévation spirituelle. Et toujours, on retrouve toujours des marques voilà, comme celle-ci, hein, qui semblent avoir été faites dans une matière, donc, comme je vous l'ai dit, qui semble avoir été plus molle et qui s'est solidifiée au cours du temps. Même si là, il s'agit de tuff volcanique, qui est une pierre vraiment friable, on va dire. Mais ça, vous voyez un peu la hauteur. On a vu Ouais. la hauteur des parois, c'est très, très, très impressionnant. Non, c'est Via Cava, je ne connaissais pas du tout, hein. J'ai pas eu la chance d'aller là-bas pour visiter ça en tout cas. Donc, Ça, je conseille vraiment d'aller vraiment visiter ça, ne fût-ce qu'en tant qu'expérience. C'est Mhm. vraiment, on expérimente quelque chose quand on visite ce genre de vestiges. Il y a Mhm. vraiment des questionnements en nous qui nous soulèvent, on pourrait dire. Et on ressent Ouais. vraiment une connexion justement avec le sacré, on pourrait dire. Mhm. Eh ouais, j'imagine. Donc, on passe à Sutri. On continue. Allez, d'autres superbes vestiges et on va voir l'intérieur de l'amphithéâtre, mais aussi l'extérieur. Et donc, toujours avec des marques très particulières. Je te laisse commenter tout ça. Oui, donc ici nous sommes à Soutri, dans le Latium d'Italie. Et là, j'étais en train de visiter ce qu'on appelle l'amphithéâtre romain de Soutri. Mais comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, je pense que cette réalisation, une nouvelle fois, est beaucoup plus ancienne que la période romaine ou même la période des Grecs. C'est beaucoup plus ancien que l'Antiquité officielle, je pense. Et ça a été réalisé certainement durant le premier monde, donc à la même époque que les Via Cava, par exemple, ou que tous les chemins troglodytiques qu'on a vus jusqu'à présent. C'est vraiment le même style d'architecture, hein. Ce n'est pas une architecture qui est faite avec des briques et des blocs. Au contraire, tout est taillé directement dans la pleine masse des rochers et a une apparence globale de pâte à modeler. Et donc, on retrouve d'ailleurs ce même genre d'amphithéâtre romain, entre guillemets, dans d'autres pays. Je pense notamment qu'on trouve ça à Petra, en Jordanie également, et également dans un autre pays du monde, vraiment également ce même style d'architecture où tout est réalisé dans la pleine masse des rochers et qui est également attribué par l'archéologie officielle à des peuples de l'Antiquité et même aux Romains. Mais donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus ancien que les Romains, mais les Romains ont certainement réutilisé, comme toujours, cette ancienne architecture à des buts religieux, principalement. Toujours, la civilisation romaine était toujours une société entièrement traditionnelle qui pratiquait toujours des enseignements religieux et initiatiques, on va dire. Donc, ça avait certainement toujours une fonction spirituelle, mais tout de même, ce n'était déjà plus les enseignements initiatiques qu'ont pu avoir et connaître les sociétés du premier monde, certainement.
ou même du deuxième monde, parce que les civilisations de l'Antiquité sont des civilisations du troisième monde, donc du cycle cosmique actuel, qui est l'âge de fer. Mais au plus on remonte le temps, au plus on trouve des enseignements et des pratiques surtout, des pratiques initiatiques et spirituelles Mhm. perfectionnées, je dirais, Ouais. plus ésotériques, on va dire. C'était une religion d'expérience, d'expérimentation, tandis que les religions du cycle actuel sont plus, on est plus rentré dans le domaine de la croyance, des religions révélées, etc. Mais ça participe déjà un petit peu moins tout de même à des expériences de rituels initiatiques qui étaient purement ésotériques, on va dire. On voit bien qu'il y a des espèces de tunnels. René Guénon, lui, nous dit que la première étape d'un rituel d'initiation, c'est toujours une descente aux enfers. Et donc, pour moi, les tunnels, les cavernes symbolisent des lieux qui permettent justement, là, ou même les via cava, hein, des lieux qui permettent une descente aux enfers, une descente dans le fin fond des entrailles de la terre, on pourrait dire, où on se coupe en quelque sorte du monde extérieur et on rentre profondément en soi-même. Et je pense que ce type d'architecture était destiné à la pratique de rituels initiatiques qui visaient justement à descendre premièrement en enfer, entre guillemets, pour pouvoir remonter ultérieurement, une fois qu'on s'était épuré, à des niveaux spirituels supérieurs. Mais la première étape est véritablement une descente aux enfers. Là, c'est aux abords de l'amphithéâtre, entre guillemets, de Soutry qu'on vient de voir, aux abords à une centaine de mètres de là, on va dire, on trouve ce genre de corridors à nouveau, hein, toujours. Je pense que c'était des corridors, on pourrait dire, initiatiques, hein, destinés à la pratique de rituels d'initiation. C'est assez comique, ce corridor, au plus on s'enfonce dedans, au plus il rétrécit et il devient petit. Tout Ouais. à la fin, il faut vraiment se mettre accroupi et Je... presque il faut être rentré sur soi-même. Et d'ailleurs, ça renvoie à une technique Mhm. initiatique dans laquelle il faut euh, se, se, se refermer en quelque sorte sur son intérieur, retrouver la plus petite parcelle de soi. Et toute cette architecture nous aidait certainement lors de pratiques de rituels d'initiation à, à prendre le bon chemin, à faire ce qu'il faut pour suivre les étapes du processus initiatique. Et On là, on trouve, a vu un tunnel qui partait là sous cette sorte de pigeonnier qu'ils appellent des fois, le oui, columbarium. oui. Mais on voyait un tunnel qui partait aussi là. Et tu l'as pris ce tunnel aussi ou t'es... Non, je n'ai pas su aller vraiment jusqu'au bout. Vraiment, à la fin, il fallait presque vraiment se mettre à plat ventre et ramper. Je n'ai pas fait tout. Mais Ouais, vraiment, comme je l'expliquais, ce tunnel-là, au plus on avance dedans, au plus il se rétrécit, au plus il faut ouais, s'accroupir, etc. C'est presque une épreuve. Et il faut aussi imaginer qu'à l'origine, certainement, ce tunnel était entièrement plongé dans le noir aussi. ouais, ça faisait Donc, partie. Ouais, être envoyé dans ce tunnel, on va dire, peut-être qu'on avait comme instruction de trouver la sortie. ouais, ouais, Et il y avait de quoi vraiment devenir fou parce qu'on se cognait certainement la tête sur les plafonds, etc. Il fallait comprendre qu'il fallait, au plus ouais. on avance, au plus il fallait s'accroupir, etc. Je pense que c'était vraiment un enseignement finalement qui est enseigné dans l'architecture, qui est encodé dans l'architecture, qui rejoint un enseignement, une technique, on pourrait dire, une technique d'élévation spirituelle, technique initiatique. Ouais. Et là, à proximité de l'amphithéâtre de Soutry, on retrouve également une énorme via cava aussi. D'accord. Et ce qu'on retrouve beaucoup, c'est le symbole de la voûte autour de Soutry. Sur le dessus des cavernes ou même à l'intérieur, mais on trouve ça un peu partout dans le monde finalement. Mais là, à Soutry, on en voit vraiment beaucoup. C'est le symbole de la voûte qui est souvent dessiné justement au-dessus des tombes symboliques. Et le symbole de la voûte, ça symbolise l'espace sacré
dans lequel il est possible d'établir la connexion entre le ciel et la terre. Oui, ou quand même en faisant ce dessin, ça me fait penser, donc, comme on disait, aussi à la montagne. Oui, aussi, oui, La montagne, la voûte, la pyramide, oui, ben, tout c'est un petit peu. Et puis l'intérieur, le voyage, ben, avec ces choses qui descendent aussi aux oui. entrailles. Un rituel d'initiation, c'est comme tu le dis, c'est un voyage initiatique. Mhm. C'est un Alors, voyage qu'il faut faire et essayer d'en sortir vainqueur. et ouais, ouais, ouais. Et ouais, Mais affronter ses c'est un peurs voyage non pas physique, mais intérieur. intérieures et physiques aussi, puisqu'on est en train Oui, d'expérimenter dans une sorte oui, de chemin, oui. parcours. Il faut d'abord Et, dépasser le monde physique pour rentrer dans le monde du euh, mental et dépasser le monde du mental pour rentrer dans le monde céleste, on va dire. ouais, ouais, ouais. Tout est Et- par étapes. mm, Tout est par étapes et c'est pour ça qu'on retrouve des hiérarchies dans les sociétés traditionnelles ou bien qu'on retrouve le symbole de l'escalier hein, ou de l'échelle ou des pyramides à étages. Parce que exactement. finalement, tout fonctionne par étapes. Hein. Eh ben, écoute, je crois qu'on va aller pile dans le thème de cette dernière vidéo qu'on va voir, parce que on va finir par la pyramide de Beaumarzeau. Et donc, dans cette pyramide, ben, il y a tout. Il y a ce qu'on disait, la montagne peut-être, ou la pyramide, les escaliers. Il y a même les trois, la Les terre-mer, les trois mondes, oui. les trois mondes. Donc, on va voir, enfin, vous allez voir aussi là, avec ce qui va suivre. On va se lancer directement dans ça. Hop. Eh ben allez, c'est parti, on commence la vidéo, la pyramide de Beaumarzeau. Donc ici, on est encore une nouvelle fois devant une construction qui est officiellement attribuée aux Étrusques. C'est possiblement une réalisation étrusque, mais une nouvelle fois, moi je pense que c'est encore plus ancien que les civilisations de l'Antiquité. Et donc, comme tu en as déjà un peu parlé, on retrouve dans cette construction des symboles qui sont encodés. Donc, le symbole de l'escalier qui symbolise l'élévation spirituelle. Euh, donc, tout cela est réalisé dans la pleine masse des rochers, sans briques, sans blocs. On voit vraiment tout au bord de cette construction qu'il y a comme des petits canaux qui auraient éventuellement pu servir à l'écoulement de l'eau une nouvelle fois. On retrouve toujours l'utilisation de l'eau dans le cadre des sanctuaires qui ont servi à la pratique de rituels initiatiques. Et donc, vers le sommet, ou plutôt vers les trois quarts de cette construction, il y a comme deux énormes niches. Et pour moi, là, on retrouve une nouvelle fois le symbolisme universel du ternaire, donc avec l'aspect de la dualité qu'il faut, la dualité du monde physique, la dualité du monde formel, même on pourrait dire, qu'il s'agit de dépasser pour réintégrer ou intégrer l'unité du monde spirituel, on va dire, qui se trouve au-delà de la dualité du monde. Par la dualité du monde, on peut tous observer que sur Terre, nous vivons dans un monde qui est duel, on va dire, ou dualiste. Hein. Toute chose à son contraire, il y a le chaud, le froid, le haut, le bas, la gauche, la droite, tout est duel en ce monde. Et finalement, ce qui est encodé dans ce type d'architecture, pour moi, ce sont des grands principes métaphysiques qui nous permettent de comprendre ce qu'il faut faire, la démarche à suivre afin de retourner à un état spirituel d'origine, on va dire. Mhm. Et une nouvelle fois, on ne voit pas véritablement clairement des marques d'excavation au marteau et au burin dans cette pyramide de Beaumarzeau. D'ailleurs, on l'appelle une pyramide, on se demande bien pourquoi ce n'est pas véritablement une pyramide. Hein. Non, ouais. Mais C'est la forme un petit peu de la Et colline aussi. surtout, on retrouve cette notion d'escalier, de marche comme dans les pyramides à étages. C'est peut-être Et, pour ça aussi. et d'ascension, voilà, Oui. l'ascension qui nous mène à voilà, le bout de la On pyramide. part de la quantité, du monde physique pour Ouais, rejoindre une unité la, entièrement la masse. spirituelle. Ouais, ouais. Oui.
Et au-delà des deux niches sur la pyramide de Bomarzo, il y avait une plateforme qui symbolise l'unité qui se trouve au-delà de la dualité. Donc, entre les deux grandes niches, il y a un nouvel escalier qui monte et qui amène vers une plateforme unique qui représente métaphysiquement ou symboliquement l'unité qu'il faut joindre en dépassant la dualité. Et donc, on retrouve un peu partout dans le monde ce symbolisme de l'escalier encodé dans toute l'architecture traditionnelle depuis l'aube de l'humanité jusqu'au Moyen-Âge, on va dire, ou même dans l'art, la peinture, même la poterie, les petits dessins qui ont été faits sur parfois les objets d'art, etc. On retrouve très, très fréquemment ce symbolisme de l'escalier. C'est vraiment universel. Et c'est encore une fois un principe universel, quelque chose qu'on retrouve sur toute la planète. Au Japon, en Chine, en Amérique du Sud, il y a partout, il y a à peu près la même chose. Donc là, voilà une grande niche, hein, toujours avec des escaliers. Il y a une niche gauche, une niche droite. Et au milieu des deux niches, il y a cet escalier-là qui nous amène à dépasser symboliquement, hein, à dépasser le monde de la dualité pour accéder à l'unité qui est l'origine, le principe, comme l'appelle René Guénon, hein, le principe de la manifestation. C'est aussi l'infini, l'éternité, l'origine, Dieu, Brahma, l'un. On a appelé cela de dizaines et de centaines de noms différents au cours de temps pour exprimer une même réalité. Oui, la source en fait. La source est un des noms utilisés pour désigner la même chose. Oui. Pour un peu sortir de ce nom de Dieu, des fois qu'on place un petit peu. Voilà, bon, la source, c'est vrai que j'aime bien ce terme. Il y en a aussi qui, dans les explications des auteurs traditionnalistes, ils nous expliquent que Dieu, il y a un Dieu que l'on peut qualifier et il y a un Dieu dont on ne peut rien dire. D'accord. Il y a un Dieu avec qualité et un Dieu qui est au-delà de tout ce qu'on peut bien dire ou imaginer. Donc on continue avec le symbole du ternaire, hein, la balance des équilibres. On retrouve on retrouve ce même principe encodé dans l'art et l'architecture de toutes les civilisations du passé, qui étaient donc, contrairement à la société moderne d'aujourd'hui, des sociétés traditionnelles, symbolistes, on va dire, qui pratiquaient des rituels d'initiation, qui essayaient de sauver leur âme, on va dire, contrairement à la société moderne qui essaye d'expliquer seulement tout avec la science moderne qui n'est qu'une science finalement très limitée, qui s'arrête au seul monde matériel. Et c'est ces deux visions du monde totalement différentes. Et pour moi, comme je l'ai déjà dit, s'il y a vraiment une science qui peut nous apporter des réponses sur le monde et sur nous-mêmes, c'est donc la science sacrée des peuples anciens et traditionnels, et non pas la science moderne qui peut nous apporter des réponses, mais dans son domaine limité de la physique, etc. La science moderne est une science de la physique, tandis que la science des peuples anciens est une science métaphysique, donc qui est capable de se projeter, de concevoir des mondes supérieurs au seul monde matériel. Eh ben, très bien. Eh ben, super. Moi, je me suis régalé d'encore. Ben, moi, j'en suis à mon apprentissage. Hein. J'écoute attentivement encore et je vais essayer de me plonger dans les lectures que tu nous as conseillées aussi. Voilà, je voulais repartager aussi pour terminer cette interview, représenter ton site Axe Cosmique, où on pourra retrouver beaucoup d'articles qui vont nous mener sur cet apprentissage. Oui, je voudrais quand même conseiller aux auditeurs principalement trois auteurs, je dirais, deux ou trois auteurs, en le replaçant chaque fois dans une science sacrée bien particulière. Par exemple, si vous vous intéressez à la cyclologie, donc à l'étude du temps, là, je vous renvoie
mettre un pied à l'étrier à cette science sacrée, à René Guénon, bien évidemment. Dans son ouvrage La crise du monde moderne, il en parle déjà beaucoup dans cette œuvre-là, mais à travers tous ces ouvrages. Mais si vous voulez vraiment commencer un petit peu comprendre ce qu'est la cyclologie, donc René Guénon, La crise du monde moderne, ou aussi René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps, ou encore Jean Faure, Le cycle de l'humanité adamique. Si vous vous intéressez à la solidification du monde à proprement parler, dont on a parlé dans cette émission, dans l'émission d'avant, je vous conseille René Guénon, le règne de la quantité et les signes des temps. Et si vous vous intéressez à la cosmogonie, je vous renvoie non pas un livre parce qu'il n'a pas été traduit en français ni même en anglais, mais à des articles qui se trouvent sur mon blog, donc, qui s'appelle La cosmogonie des trois mondes, de l'auteur péruvien Jesus Gamarra et de Jan Peter de Jong. Donc, je pense qu'avec ça, vous avez déjà de très bonnes bases pour commencer à comprendre un peu le monde, la conception du monde des sociétés anciennes et à replacer, comme je le fais, les vestiges des anciennes civilisations dans une conception du monde non pas moderne, mais traditionnelle. Ouais, très bien. Je partagerai, je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Je montrerai les images des livres et des auteurs aussi que tu nous as cités. Alors, je préciserai aussi que nous ne faisons nullement partie d'une secte ou quoi que ce soit. On n'a rien à vendre. Je vous conseille juste quelques livres comme ça au passage. Mais on ne demande à personne d'adhérer à quoi que ce soit. Bien Je le répète, évidemment. ce que j'ai dit et mes interprétations sont en grande partie basées sur les enseignements traditionnels de sociétés traditionnelles et sur ce qu'ont dit les auteurs pérennialistes et traditionnalistes, et en partie également sur mes intuitions personnelles. Mais on ne vous demande pas d'adhérer à quoi que ce soit. Et on vous demandera peut-être aussi dans les commentaires d'être respectueux. Et à partir du moment où il y a un respect qui s'instaure, moi, j'ai aucun problème avec ça. Bien sûr, on est Je, des gens ba- je, de toute banni- manière. je bannirai de ma chaîne personnellement tous ceux qui auront des propos insultants ou calomnieux, etc., naturellement. Bien sûr, on est libre tous de penser ce qu'on veut et si les gens ne sont pas intéressés par les vidéos qu'on fait ou les sujets et pensent différemment, n'ont pas envie d'écouter, ben, ils n'écoutent pas et donc voilà. Donc après, échanger, on est tous ouverts pour l'échange, hein, même si on a des avis opposés, on peut s'exprimer calmement et Oui, tranquillement. Donc ça, nous sommes ouverts. Grégory, toi aussi, tu restes disponible, tu réponds aux messages tout à fait. des gens qui t'écrivent Les, et comment- ça c'est bien. J'ai pu remarquer ça d'ailleurs puisque je t'ai les contacté. commentaires de toutes mes vidéos sont ouverts, hein. Vous Bien pouvez sûr. venir franchement. Jusqu'à présent, je n'ai banni personne. Non, non. Bah ouais, bah voilà. Bah, espérons que ça dure. Donc Oui, les pourvu que gens, ça dure. voilà, découvrez tout ça, tout cet univers. Et puis, euh, et puis voilà, faites-vous votre propre avis, votre propre idée. Et, euh, et Et je voilà. te remercie, Jean-Baptiste, pour l'invitation. C'est un plaisir que tu m'accueilles et tu as fait un beau travail de présentation qui est vraiment très, très, très remarquable. Ah ben, je te remercie et puis je te retourne les remerciements parce que voilà, merci à toi d'avoir accepté de venir pour ce qui était ma première interview. Donc voilà, tu as accepté d'être le cobaye, le premier. Tu seras à jamais le premier, Grégory. C'est tout un honneur. Bravo, bravo, merci. Non, non, merci. Non, pas le culte de l'ego dans la tradition. Non, mais d'accord, mais je te remercie donc tout simplement voilà d'avoir Tout en simplicité. en simplicité, d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Et ben, merci à vous de nous suivre, chers youtubeurs et puis chers passionnés. À très bientôt pour d'autres interviews. Et voilà. Merci et bonne continuation à toi et bonne continuation à tous les auditeurs. Merci pareillement. Salut! Salut.